de me passer la parole. Alors, effectivement, moi, je suis avocat au barreau de Montpellier depuis une petite vingtaine d'années, voilà. Et je suis spécialisé en droit immobilier. Donc, le droit immobilier, c'est vrai que c'est très large, c'est une des spécialités les plus larges dans le cadre de la profession d'avocat. Puisque c'est à la fois le droit de la copropriété, le droit de l'urbanisme, le droit de la promotion immobilière et le droit de la construction. Voilà, donc moi je fais plus spécialement du droit de la construction et notamment orienté, c'est vrai, pour une bonne partie sur le domaine de la responsabilité notamment des architectes et des bureaux d'études et des assureurs construction également. Donc, bon, c'est des problématiques que je rencontre beaucoup au quotidien dans le cadre de ma profession, donc d'avocat, mais avocat en conseil, mais beaucoup de judiciaire, hein, puisque c'est vrai que le droit de la construction, c'est beaucoup du procès en fait, hein, des procès qui sont faits aux intervenants à l'acte de construire. Et en particulier aux architectes, aux bureaux d'études, aux ingénieurs et aux différents assureurs. Voilà. Donc, je suis amené à intervenir quelques fois par an ponctuellement à l'école d'architecture, mais également à la fac de droit à Montpellier, dans le cadre de Master 2. Voilà. Donc là, effectivement, moi, je fais une présentation, enfin, je fais un cours un petit peu magistral entre guillemets, sans support véritablement technique. Parce que généralement j'interviens sur des domaines qui sont plus larges, sur la responsabilité des architectes dans son ensemble, et pas sur des sujets plus ténus comme le devoir de conseil, même s'il y a, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, en guise d'introduction, tout à l'heure, j'ai lu la remarque d'un des participants qui indiquait le sujet est bien choisi parce qu'on a l'impression que de plus en plus on tape sur la tête de l'architecte et il est bien qu'on soit formé et conseillé là-dessus. Alors, je ne sais pas si on tape plus aujourd'hui qu'hier les cabinets d'architectes. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que si vous voulez, je le constate quotidiennement, c'est que les intervenants qui sont aux côtés des architectes sont peut-être, j'allais dire, en ce qui concerne les entreprises, peut-être de moins en moins performants, de moins en moins compétents, de moins en moins formés, de moins en moins bien assurés. Voilà, avec même des assureurs par moment qu'on appelle un peu exotiques, qui sont pas capables d'assumer leur mission d'assureur, et tous ces éléments font qu'effectivement l'architecte reste finalement et aujourd'hui plus que jamais, si vous voulez, l'un des intervenants, l'un des participants privilégiés pour les maîtres d'ouvrage, que ce soit des maîtres d'ouvrage particuliers ou de maîtres d'ouvrage professionnels. C'est l'un des intervenants les plus privilégiés lorsqu'il y a, si vous voulez, des contentieux et lorsqu'il faut effectivement réclamer et s'adresser à quelqu'un pour réclamer. On se dirige généralement, principalement et en premier lieu vers les architectes ou vos collègues bureaux d'études et ingénieurs, parce que encore une fois, vous êtes la profession qui intervient dans le domaine du bâtiment, qui est de loin la mieux assurée. Alors, c'est pour ça que ça me semble important quand même de démarrer par ces observations-là, qui sous-tendent après toutes ces questions de responsabilité avec la problématique du devoir de conseil. Hein. Mais si on recherche autant le devoir de conseil et d'information de l'architecte, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir effectivement à un moment donné, lorsque l'on est maître d'ouvrage, demandeur dans le cadre d'un procès, comme on le dit techniquement, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir effectivement récupérer, ou en tout cas tenter de récupérer une indemnisation. Voilà. Donc l'architecte est bien assuré, ce qui n'est pas le cas de
des co-intervenants sur le chantier, il est bien assuré parce que vous avez, c'est la loi, hein, la loi de 1977 sur l'architecture, hein, qui non seulement a posé le monopole de l'architecte dans un certain cadre, mais également a imposé une obligation d'assurance qui est très large. Voilà, et qui va vous couvrir pour le devoir de conseil, notamment. Hein, donc, que l'on soit, si vous voulez, avant réception, après réception, que l'on soit en responsabilité décennale, j'y reviendrai, ou en responsabilité contractuelle, ou en responsabilité quasi délictuelle, pour tout un tas de responsabilités, vous êtes très très largement assuré. Sauf dans certaines hypothèses, si vous voulez, où le contrat va exclure la garantie en cas de faute intentionnelle ou en cas de remboursement d'honoraires, mais dans des cas qui sont relativement limités. Hein, donc voilà. Et ce qui fait que voilà, le contentieux et les réclamations à votre endroit sont importants. Alors après, s'ajoute à cela l'étendue de vos missions, hein, ce qui génère d'autant plus, si vous voulez, des obligations et un impact sur le terrain du devoir de conseil, puisque vous êtes quand même beaucoup à intervenir dans le cadre de chantier, sur des missions qu'on appelle des missions complètes, enfin, qui sont des missions dites de base, en fait, à la fois de conception architecturale et de direction de travaux. Hein, donc vous êtes susceptible d'être concerné à tous les stades d'intervention du chantier, qu'on soit en phase de conception ou en phase d'exécution. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Également attirer votre attention, c'est vrai, sur le fait que le devoir de conseil, bon, on y reviendra, mais quand il vous concerne, mais généralement, quand on peut rechercher le devoir de conseil d'un architecte, il y a également le devoir de conseil, très souvent derrière également d'une entreprise, hein, puisque si elle a réalisé les travaux que vous avez pu préconiser, elle endosse également, si vous voulez, une responsabilité en termes de conseil, qui peut être plus ou moins importante par rapport à la vôtre, hein. Hein, mais voilà, les entreprises étant par définition généralement moins bien assurées, euh, voilà, ça peut reporter toute une charge du sinistre sur votre entreprise, sur votre cabinet. Je précise parce que des fois, je remarque que vous ne connaissez pas forcément très bien, si vous voulez, le domaine d'intervention de l'obligation d'assurance pour les entreprises, hein, parce que bon, encore une fois, devoir de conseil est intimement lié à la notion d'obligation d'assurance. Les entreprises, à la différence des architectes, ne sont assurées que pour leur responsabilité décennale. Donc, vous êtes assuré en contractuel, ce qu'on appelle en décennal ou hors décennal, alors que les entreprises sont obligatoirement assurées uniquement en décennal. Voilà, c'est-à-dire que si on est sur un litige qui n'est pas de nature décennale parce qu'il est avant réception ou parce qu'on n'est pas face à des dommages qui sont suffisamment graves pour relever de la décennale, problème de solidité ou d'impropriété à destination, c'est vrai que l'architecte est tout seul, ou en tout cas avec une entreprise qui n'est pas assurée, puisqu'encore une fois, l'entreprise n'est assurée qu'en décennale. Il faut bien avoir à l'esprit, si vous voulez cela, sur un chantier, savoir quelles sont les obligations en termes d'assurance des autres intervenants et savoir, bien entendu, que vous êtes, encore une fois, la partie prenante la mieux assurée. Alors, au niveau toujours en guise d'introduction, au niveau des différents types de responsabilités. Alors, n'hésitez pas, hein, effectivement, si vous avez des questions à poser, connaître les limites du devoir de conseil, ok. Hein, je vais y revenir dessus. Hein. De toute façon, c'est du cas par cas parce que le devoir de conseil, c'est tellement vaste que aborder comme ça les limites du devoir de conseil, c'est assez compliqué. Donc, il faut l'envisager, si vous voulez, élément de mission par élément de mission. Et je vais y revenir tout à l'heure, hein, sachant qu'on a mes développements vont durer à peu près 1 heure, donc ça va nous donner quand même le temps assez largement de balayer un certain nombre de questions. Voilà. Donc, sur les différents types de responsabilités
toujours au niveau de l'introduction générale. Bon, vous avez ce qu'on appelle la responsabilité contractuelle. Et donc, c'est là où on va véritablement trouver la problématique du devoir de conseil, hein, puisque vous êtes, en tant qu'architecte, lié par contrat d'architecte ou par contrat de maîtrise d'œuvre avec un maître d'ouvrage particulier ou professionnel, privé ou public. Et donc, le devoir de conseil, il va découler de ce contrat. Donc, généralement, lorsque l'on parle de devoir de conseil, on va parler en droit, parce que moi je suis avant tout juriste, donc je vous donne aussi des précisions en termes d'analyse juridique. Hein. Lorsqu'on parle du devoir de conseil, ça va faire appel, si vous voulez, à la responsabilité contractuelle, de l'architecte. Voilà. Donc, qui dit responsabilité contractuelle dit contrat. Donc, on aura toujours des éléments éventuellement à aller chercher dans le contrat. Mais pour répondre juste à la question, il est difficile, si vous voulez, de limiter le devoir de conseil de façon contractuelle. J'y reviendrai tout à l'heure, mais on ne peut pas prévoir déjà tous les cas dans lesquels le devoir de conseil est susceptible d'être envisagé. Et ce sera quand même difficile de l'encadrer au sein de l'instrument qu'est le contrat d'architecte. Et enfin, retenez déjà, donc, bien entendu, dans l'immédiat, que qui dit devoir de conseil dit responsabilité contractuelle, et que à côté de la responsabilité contractuelle, on va trouver effectivement d'autres types de responsabilités, notamment la responsabilité décennale et la responsabilité délictuelle, où là, c'est un type de responsabilité que vous êtes susceptible d'engager lorsque vous n'êtes pas en contrat avec la partie qui entend réclamer contre vous. Typiquement, par exemple, le voisin de votre client. Vous faites une maison pour un maître d'ouvrage et le voisin va venir peut-être rechercher directement la responsabilité de l'architecte que vous êtes au titre de nuisance de chantier, au titre de non-respect des règles de prospect, où là, c'est la responsabilité délictuelle qui s'applique. Voilà pour ce qui est de l'introduction. Alors maintenant, attaquant le vif du sujet sur la présentation générale maintenant du devoir de conseil, la première chose qu'il faut envisager lorsque l'on évoque le devoir de conseil, c'est bien entendu typiquement ce qu'on appelle la charge de la preuve. Voilà, la charge de la preuve, je commence par le commencement. Parce que lorsqu'un maître d'ouvrage souhaite rechercher votre responsabilité pour une faute qui a été commise dans le cadre d'un chantier, hein, qu'on soit en phase de conception ou en phase de suivi des travaux, en phase de réception, etc., la question sera, qui doit finalement démontrer que le devoir de conseil n'a pas été respecté? Alors cette question, elle est assez importante parce que, si vous voulez, pendant très longtemps, les tribunaux, parce qu'on en revient quand même à ce que dit la loi, et si la loi ne précise rien véritablement, on en revient à qu'est-ce que disent les tribunaux, parce que sur la charge de la preuve, dans le cadre du devoir de conseil, finalement, il n'y a rien dans la loi. On sait que la responsabilité contractuelle d'un architecte, lorsque l'on souhaite rechercher votre responsabilité, en principe, si on n'est pas en décennale, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous expliquais quand même la différence entre responsabilité contractuelle d'un côté et responsabilité décennale de l'autre. Là, je ne parle pas de la responsabilité décennale, mais en responsabilité contractuelle pour manquement au devoir de conseil. La responsabilité contractuelle, en principe, contre un architecte, c'est une responsabilité pour faute. C'est-à-dire qu'on devra toujours démontrer que l'architecte a commis une faute par rapport à son contrat. Voilà. Sauf que si on souhaite, si vous voulez, démontrer cette faute et qu'on souhaite avancer le fait que l'architecte aurait commis un manquement à son devoir de conseil, ce sera sur cette question du devoir de conseil qu'on va dissocier de la faute. Ce sera toujours à l'architecte de démontrer qu'il a effectivement rempli son devoir de conseil. Je lis vos questions, hein, je vais y répondre tout à l'heure.
Et là, je souhaite quand même bien démarrer mon propos par cette problématique de la charge de la preuve en matière de devoir de conseil. Et en matière de devoir de conseil, il appartiendra toujours à l'architecte de démontrer qu'il a bien rempli son devoir de conseil ou son devoir d'information. On mélange les deux, si vous voulez, devoirs de conseil et d'information. La différence est pas très importante, mais on les met un peu dans le même sac et effectivement, ils peuvent générer des problématiques qui sont quasi identiques. Donc, retenez bien cela. C'est le commencement et la base de tout, parce que c'est ce qui va conditionner et c'est ce qui va déterminer les comportements que vous devrez avoir, vous, dans le cadre de vos chantiers. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir à l'esprit que c'est vous qui devrez à un moment ou à un autre démontrer que vous avez bien rempli votre devoir de conseil. Voilà. Donc, il faut ce qu'on appelle vous ménager la charge de la preuve, vous ménagez la possibilité à un moment ou à un autre de démontrer que vous avez bien rempli votre devoir de conseil. Donc là, on me parle des attestations d'assurance, par exemple, alors il y a la problématique des attestations d'assurance. Effectivement, si vous les demandez, alors il faut les demander, bien entendu. C'est une des missions principales et primordiales lorsque l'on démarre un chantier, notamment quand on a la classe DCE. Il faut bien entendu se soucier, si vous voulez, de récupérer l'intégralité des attestations d'assurance pour les entreprises avec lesquelles le maître d'ouvrage va contracter. Si, par exemple, si une entreprise va être retenue, elle est moins-disante, elle semble présenter des gages en matière de compétences, voilà. L'architecte souhaite faire appel en plus à elle. Vous ne disconvenez pas que c'est si vous voulez, recommandable de faire appel à elle, donc voilà, mais vous constatez qu'elle n'est pas assurée. Bon, vous le dites à votre maître d'ouvrage. Parce que souvent, il y a beaucoup d'échanges et de choses qui se disent, mais pas forcément qu'ils écrivent. Donc, vous le dites, ouais, mais elle n'est pas assurée, il faut pas travailler avec elle. Le maître d'ouvrage se dit, c'est pas grave, je veux quand même contracter avec elle. Bon. Si quelques années plus tard, vous avez un contentieux, 5 ans après les travaux, avec une problématique d'assurance et que vous n'êtes pas en mesure de démontrer qu'effectivement vous avez alerté vous avez attiré l'attention du maître d'ouvrage à l'époque en lui faisant un courrier, etc. Et vous êtes ménagé la charge de la preuve. Alors ça peut être la problématique d'attestation d'assurance, mais ça peut être par exemple l'étude de sol sur laquelle je vais revenir également. Donc voilà, il faut, dès que il y a une problématique pour laquelle vous pensez qu'elle est susceptible de générer une responsabilité à un moment ou à un autre. Donc c'est là où, si vous voulez, la difficulté, elle existe de la charge de la preuve, parce qu'il faut penser à l'instant T, à un moment où il n'y a pas forcément de contentieux, de réclamation, etc. Mais il faut anticiper et se projeter sur le fait que peut-être dans quelques années, ce petit détail peut dégénérer avec un sinistre qui va potentiellement vous être reproché. Donc, il faut que vous soyez en mesure, effectivement, de démontrer qu'à un moment donné, vous aviez véritablement attiré l'attention du maître d'ouvrage. Je vais revenir dessus, sur cet élément-là, que vous lui aviez dit non, ne contractez pas avec cette entreprise, elle n'est pas assurée, ou ne démarrez pas les travaux, vous n'avez pas fait d'études de sol. Voilà. Alors, donc, j'en reviens à la charge de la preuve. La charge de la preuve, elle pèse sur l'architecte et c'est donc à l'architecte de démontrer qu'il a bien attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur telle ou telle chose. Voilà. Donc, c'est l'écrit, bien sûr, qui dit charge de la preuve dit trace écrite, puisque à supposer que vous ayez pu enregistrer une conversation téléphonique, ce ne sera pas recevable devant un tribunal. Donc, il faut avoir des traces écrites. Alors, les traces écrites, sur la charge de la preuve, c'est bien entendu le maximum d'écrits. Alors, l'écrit, si vous voulez, l'écrit roi, c'est le courrier recommandé avec accusé de réception.
Je reprends mon exemple de l'étude de sol, par exemple. Vous faites un chantier, vous faites un chantier de construction d'une villa individuelle. Le maître d'ouvrage ne veut pas financer l'étude de sol qui va coûter 4, 5, 6 000 euros. Il dit j'en ai pas besoin, etc. Le voisin, il a construit sa maison, il a fait une étude de sol, il n'y a pas de problème dessus. On peut pas, on peut partir, ou même je vous donne l'étude de sol du voisin, et puis voilà. Et bon, bien souvent, moi, je le vois après, hein, on fait des procès qui ont démarré comme ça, avec l'étude de sol du voisin, où, pas de chance, on avait juste la villa d'à côté, on avait un sol argileux, etc., avec des problèmes après plusieurs années après qui rejaillissent, avec des fissures, un repré-gonflement, il faut faire une reprise en sous-œuvre, là, pour 250 000 euros, voilà. On se dit, mais pourquoi l'architecte n'a pas fait d'étude de sol? Et l'architecte me dit généralement, mais si, l'étude de sol au début du chantier, je l'avais effectivement proposé au maître d'ouvrage qui en a pas voulu qui m'a dit on fait le chantier avec l'étude de sol du voisin. Bon ben là, et bien souvent les architectes sont de bonne foi, les architectes sont de bonne foi, mais s'ils se sont pas ménagés la charge de la preuve, donc ils pourront pas, s'ils voulaient démontrer qu'ils ont véritablement porté à la connaissance du maître d'ouvrage la nécessité de faire cette étude de sol. Donc il faut des écrits. Alors, quel type d'écrit hein? Je vois un mail, un simple courrier. Alors, je vous dis la reine des écrits avant de vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dans cet écrit. Hein, la reine le roi, plus exactement, des écrits, c'est effectivement le courrier recommandé avec accusé de réception. Voilà. Mais vous avez tout un tas d'écrits qui peuvent suffire à partir du moment où ils sont pas contestés, où ils sont corroborés par d'autres éléments. Hein, si vous avez des simples mails qui sont adressés bel et bien sur la boîte mail du maître d'ouvrage, qui contestent pas les avoir reçus, ou s'ils contestent, mais que vous êtes en mesure de justifier d'un ensemble d'échanges tout au long du chantier avec cette boîte mail, ou des courriers simples qui ont été adressés, qui ont pas appelé de réponse particulière de la part du maître de l'ouvrage. Voilà, donc ça c'est du cas par cas et en fonction de ce qui sera éventuellement contesté par. Mais retenez que de toute façon un écrit, même un écrit, si vous voulez un simple courriel ou une simple lettre simple, ce sera beaucoup mieux que rien du tout. Hein, donc après, si on est sur des sujets qui sont véritablement générateurs de problématiques importantes, hein, études de sol, assurance, tout ça, il faut vraiment se blinder hein, et faire le courrier recommandé, voire refuser carrément d'intervenir. Alors après, si vous voulez, on a, donc je vous ai dit, charge de la preuve, elle pèse sur l'architecte, donc c'est à vous d'anticiper et de vérifier à chaque fois, dans tel ou tel cas, de vous poser la question et de faire l'effort intellectuel, de vous demander si cette situation n'est pas en mesure à terme de générer quelque chose qui pourrait vous nuire et d'agir en conséquence. Donc après, c'est des écrits, écrire, beaucoup écrire, n'hésitez pas. Et bien sûr, alors comment on écrit, je vais vous l'expliquer, hein, simple, recommandé, PV de chantier. Les PV de chantier sont des éléments qui sont extrêmement utiles et importants pour justifier de remplir, en ce qui vous concerne, votre devoir de conseil. Voilà, donc après, avec ces écrits, les PV de chantier, notamment les PV de chantier, lorsque vous avez des contrats qui sont bien rédigés, vous avez des dispositions contractuelles qui disent que tout ce qui est inscrit dans un PV de chantier et qui ne fait pas l'objet d'une contestation dans un certain délai, généralement de 15 jours, on considère que le PV est réputé être accepté. Donc ça, c'est pour ça que c'est après dans le cheminement, il faut de toute façon que vous ayez des automatismes et que vous preniez l'habitude, si vous voulez, de vous entourer, si vous voulez, des conseils, en tout cas des instruments juridiques qui sont les plus protecteurs pour vous et les plus performants. Donc ça passe déjà par un contrat en bonne et due forme, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et donc de faire des écrits, notamment des PV de chantier, voilà, qui s'ils ne sont pas contestés, ils vous permettent de passer un certain nombre de messages et notamment d'indiquer, si vous voulez, d'alerter l'attention du maître d'ouvrage
sur le devoir de conseil et de démontrer à terme que vous aurez rempli quand même votre devoir de conseil sur un certain nombre d'éléments. Voilà, donc c'est sur la présentation générale du devoir de conseil, la charge de la preuve, la nature de l'écrit, le contenu de l'écrit qui est très important, si vous voulez, parce que je prends le cas de l'étude de sol. Vous allez écrire. Après, la question se pose de savoir qu'est-ce qu'on va écrire, parce que en fonction de ce que vous allez écrire, ça entre guillemets, ça marchera ou ça marchera pas. Ça vous déresponsabilisera ou pas en fonction de ce que vous allez écrire. Parce que pour que votre écrit soit véritablement pris comme étant un véritable conseil de votre part, par exemple, vous, monsieur le maître d'ouvrage, vous n'avez pas fait d'étude de sol, vous ne souhaitez pas financer une étude de sol, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut faire une étude de sol, ça suffit pas. Donc, il faut, dans le cadre de votre devoir de conseil, alerter expressément le maître d'ouvrage, si vous voulez, sur le risque, sur les risques qu'il prend, les risques qu'il encourt, qu'est-ce qui pourrait se produire dans l'hypothèse où, en l'occurrence, l'étude de sol ne serait pas réalisée. Donc, j'attire votre attention où j'accuse, par exemple, réception. Je prends acte, par exemple, de votre volonté de ne pas financer la réalisation d'une étude de sol. J'attire expressément votre attention sur le fait que, en l'absence d'étude de sol, vous vous exposez à terme à des risques constructifs très importants, dans la mesure où cela pourrait avoir des conséquences directes sur l'état des fondations et l'apparition à terme de fissurations, etc. Donc, il ne faut pas hésiter si vous voulez argumenter, à blinder, entre guillemets, votre courrier. Et surtout, donc, retenez ça, à attirer l'attention du maître d'ouvrage sur, si vous voulez, les risques que le maître d'ouvrage prend. Voilà. Très important. Alors après, enfin, toujours par rapport à la preuve, à la charge de la preuve, au contenu. Et dernier élément, c'est, si vous voulez, qui c'est que vous avez en face de vous. Parce que l'intensité de votre devoir de conseil, elle sera, le curseur, si vous voulez, sera différent selon le maître de l'ouvrage que vous avez en face de vous. Voilà, si vous avez en face de vous ce qu'on appelle un maître d'ouvrage totalement profane, bon, bien entendu, le devoir de conseil de l'architecte sera beaucoup plus large que si vous avez en face de vous un professionnel de la construction. Alors, j'attire votre attention sur le fait que les tribunaux, généralement, distinguent les professionnels de l'immobilier des professionnels de la construction. Hein, on considère qu'un professionnel de l'immobilier, il est tout aussi profane qu'un maître d'ouvrage non professionnel de l'immobilier. Donc, en fait, il faut être véritablement en présence d'un professionnel de la construction, un professionnel de l'immobilier. Un promoteur est un professionnel de l'immobilier. Une SCI qui construit est un professionnel de l'immobilier. Ce n'est pas un professionnel de la construction. Parce que c'est son métier, ce n'est pas, si vous voulez, de construire au sens premier du terme, c'est de faire construire. Donc là, bon, la différence, elle est ténue. Je vous l'indique, c'est la position des tribunaux. Les tribunaux, la jurisprudence distingue véritablement entre le fait de faire construire un promoteur et le fait de construire une entreprise. Voilà. Donc en présence d'un promoteur, je veux dire, votre devoir de conseil, il est tout aussi important. Enfin, en tout cas, il vaut mieux que vous le considériez comme ça en présence d'un promoteur qu'un maître de l'ouvrage qui n'a aucune notion de l'immobilier. Par contre, effectivement, si vous avez en face de vous un maçon, si vous construisez pour un maître d'ouvrage qui exerce la profession de maçon et qui vous indique que dans le cadre d'une maison individuelle, il faut pas mettre de poteau raidisseur à tel ou tel endroit ou qui se distance d'une étude de sol, bon, effectivement, l'intensité de votre devoir de conseil sera pas la même. Voilà. Voilà sur alors,
sur les problématiques de charge de la preuve dans le cadre de la présentation générale sur le devoir de conseil. Alors après, sur les contours sur les contours du devoir de conseil, je souhaitais envisager avec vous un certain nombre de premiers cas. Alors, vous m'avez posé un certain nombre de questions. J'essaie de voir si elles sont en lien avec le déroulement là, du cours. Est-ce que l'architecte concepteur unique vérifie alors les attestations d'assurance, on en avait parlé. Une prescription erronée, était-ce une faute de conseil? Oui, on met énormément de choses dans le devoir de conseil. Je vais précisément y revenir maintenant. En fait, on pourrait considérer que, si vous voulez, toute faute confine finalement le devoir de conseil. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu faire tout à l'heure, dans l'introduction, vous parler et vous dire que le devoir de conseil, c'est plus la responsabilité contractuelle, et qu'à côté de la responsabilité contractuelle, on a ce qu'on appelle la responsabilité décennale, avec la présomption de responsabilité, où là, c'est tout ce qui est dommage qui va générer une atteinte à la solidité, une impropriété à la destination, où là, on parle pas d'obligation de conseil, on parle de responsabilité décennale, mais bien souvent, dans ce qui va générer votre responsabilité décennale, il y aura une faute qui sera souvent un problème finalement de conseil. Voilà, hein, parce que quand vous commettez une faute de conception, généralement à la base, si vous voulez, il y a quelque chose que vous avez mal conçu et donc un conseil que vous avez mal donné à un moment ou à un autre. C'est pour ça que, bon, si vous voulez, dans la logique juridique, véritablement, quand on va parler de devoir de conseil, c'est plus la responsabilité que vous allez engager quand on sera pas dans le cadre d'une responsabilité dite décennale. Hein, donc là, si vous avez des questions là-dessus, je suis prêt à y répondre pour bien le préciser. Donc voilà, une prescription erronée est-elle une faute de conseil? Oui, c'est une faute de conseil. Hein, c'est généralement une faute de conception. C'est une faute de conception dans laquelle on retrouve une faute de conseil. Est-ce qu'un simple mail peut faire la preuve d'un devoir de conseil? Là-dessus, j'ai répondu. Voilà. Si l'entreprise titulaire n'a pas déclaré officiellement son sous-traitant, est-ce que l'architecte sera responsable dans le cas des désordres? Alors ça, c'est pas. Si l'entreprise n'a pas déclaré officiellement son sous-traitant, est-ce que l'architecte sera responsable dans le cadre des désordres? Oui, alors effectivement, c'est une question qui est complexe, hein, mais à partir du moment, retenez qu'effectivement, à partir du moment où vous avez une entreprise qui sous-traite, vous devez alerter le maître d'ouvrage, si vous voulez, sur l'existence de cette sous-traitance. Parce que bien souvent, les maîtres d'ouvrage ignorent finalement, ignorent totalement, même si la sous-traitance n'a pas été déclarée officiellement, ils ignorent totalement l'existence d'une sous-traitance. Voilà. Donc, ça peut effectivement vous être reproché à un moment ou à un autre, le fait d'avoir su, à condition que vous l'ayez su, qu'il y avait effectivement une sous-traitance qui avait lieu sur le chantier sans que le maître d'ouvrage en soit informé. Exemple vécu, attestation d'assurance Photoshop, attestation valable sur une période annuelle. Alors ça, je vais y revenir tout à l'heure parce qu'il y a une problématique qui est très intéressante et surtout très importante pour vous sur les attestations d'assurance, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vérifier, enfin de demander qu'il y a les attestations d'assurance. Votre travail va plus loin que cela, puisqu'il y a un certain nombre de choses à vérifier. Si entreprise pas assurée, la MAF nous dit de fuir. Bien sûr, la MAF est généralement de bons conseils sur ces questions-là. Elle sait ce qui lui en coûte, si vous voulez, sur les chantiers sur lesquels les entreprises, les architectes interviennent sans assurance, sans entreprise assurée à leur côté, hein, avec le mécanisme de l'INSOLIDOR, dont il faudra que je vous parle quand même 5 minutes tout à l'heure, qui est crucial aussi dans l'appréhension, si vous voulez, d'un chantier et de votre responsabilité. Je me le note.
parce que c'est de nature à conditionner énormément de choses. Donc, on fait pas un chantier, bien entendu, avec des entreprises qui n'ont pas justifié de leurs attestations d'assurance. C'est évident. C'est impossible de faire un chantier avec des entreprises qui sont. Mais là, je veux dire, on n'en est pas là, parce que si vous pensez une seule seconde faire un chantier avec une entreprise qui n'est pas assurée, là, non, c'est que bien, je pense que ça nous arrive pas. Par contre, ce qui vous arrive, malheureusement, c'est de croire qu'elles sont assurées alors qu'elles ne le sont pas. Hein, et ça, c'est des éléments sur lesquels je reviendrai. Donc, j'ai fait mon devoir de conseil de demander des attestations d'assurance aux entreprises. Par contre, une entreprise fournit l'attestation de l'année d'avant. Ça, je ferai un développement là-dessus tout à l'heure. Marché public, est-ce normal qu'une entreprise titulaire fasse appel à plusieurs entreprises sans intervenir physiquement? Alors, si vous voulez, en marché public, la sous-traitance, elle est hyper normée, hyper codifiée. Donc, si vous avez un sous-traitant, obligatoirement, il doit être, si vous voulez, agréé par le maître d'ouvrage ou le maître d'ouvrage délégué. Hein. Voilà. Donc, alors ça fait beaucoup de questions, tout ça. En mission partielle PC avec un client, bisounours, j'ai noté son budget sur le contrat, j'ai bien argumenté ce que le budget. Alors ça, j'en réponds tout à l'heure spécifiquement là dans quelques minutes sur la notion de devoir de conseil et de budget. Parce que si vous voulez, le domaine d'élection de votre devoir de conseil, il y a les attestations d'assurance, il y a les études de sol et il y a la question du budget. Donc là, j'ai prévu un développement spécifique là-dessus. Alors l'étude de sol, la responsabilité du devoir de conseil n'est-elle pas toujours engagée par l'acceptation de faire les ouvrages avec une étude de sol d'un voisin? Si, bien sûr. Vous devez avoir une étude de sol propre à la parcelle sur laquelle vous construisez. Hein, voilà. Sauf si vous avez vraiment dûment, et ce sera compliqué, il faudra vraiment ouvrir le parapluie et prévoir tous les cas dans lesquels, voilà. Mais bon, généralement, ça me paraît compliqué de faire un chantier sans étude de sol, sauf si vous êtes véritablement certain qu'il n'y ait pas de difficulté. PV de chantier, alors j'ai vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de difficulté, ça vaut charge de la preuve, ça vaut effectivement justification de ce que vous avez rempli, votre devoir de conseil. Si c'est noté dans le contrat, est-ce suffisant? Si cela est noté dans votre contrat, est-ce suffisant? Le contrat peut pas tout prévoir. Donc là, je vois pas. Il faut voir, hein, mais il faut vraiment que ce soit extrêmement bien libellé. Euh, voilà, le contrat, il va vous aider par rapport au PV de chantier en vous disant que tout ce qui est indiqué dans un PV, si c'est pas contesté dans un délai de 15 jours, sera réputé accepté. Voilà. Après, c'est vraiment du cas par cas. Hein. Est-ce que l'architecte doit vérifier le pédigré des gens qui travaillent, sont présents in situ, en l'absence d'un coordonnateur SPS? Ça, on y reviendra aussi tout à l'heure. Hein. C'est pareil, c'est au niveau si vous voulez, du choix des entreprises. J'ai prévu un développement également là-dessus. Sous-traitant n'est pas déclaré, mais lorsqu'on voit bien que c'est un sous-traitant, que faire? Mais il faut attirer l'attention du maître de l'ouvrage quand même là-dessus et, et vérifier surtout, si vous voulez, qu'il soit compétent. Quoi. S'il n'est pas compétent, et qu'on vous a pas mis dans la confidence, il faut tout de suite refuser son intervention. Voilà, parce que si vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est manifestement incompétent, qui fait des travaux sur le chantier, voilà. Voilà. Donc, alors je vais revenir quand même alors là, je me suis arrêté à celle-là. Un agent immobilier est un professionnel de la construction? Non, un agent immobilier est un professionnel de l'immobilier. Le professionnel de la construction, c'est par définition un constructeur, quelqu'un qui est compétent et qui s'y entend en bâtiment parce qu'il a pour activité de construire et non pas de faire construire, de construire. Donc un promoteur est un fait construire. Voilà, donc c'est la différence qui est faite, si vous voulez, par les tribunaux. Hein. Euh, Voilà, donc là je vais un petit peu avancer sur le cours et je reviendrai tout à l'heure aux questions. Donc voilà, j'étais sur les contours. Donc après avoir fait
les problématiques de la charge de la preuve. Je voulais évoquer avec vous les contours de l'obligation, avec quelques sujets, quelques questions, quelques problématiques phares, la problématique du budget. Parce que si vous voulez, nous, dans nos cabinets d'avocats, on voit énormément de contentieux sur les problématiques de dépassement de budget. C'est incroyable le nombre de procès que l'on voit sur ces problématiques de dépassement de budget. Avec des maîtres d'ouvrage qui engagent des procès en disant, mais écoutez, ça nous a coûté 150 000, 200 000, on voit des dépassements de budget, on voit des dépassements de budget de 600 000 euros sur des très belles villas, ou même sur des collectifs. Enfin, il y a des réclamations qui sont extrêmement importantes, qui sont même surréalistes. On se demande comment, avec des fois des maîtres d'ouvrage qui payent plus qu'en fait le montant des marchés prévus à l'issue de la phase consultation des entreprises, et qui après viennent réclamer en disant, bah, écoutez, je comprends pas, j'ai signé des marchés à hauteur de 500 000 euros, j'en ai payé 800, remboursez-moi la différence. Donc, voilà. Ils demandent généralement, les maîtres d'ouvrage avec leurs avocats. Il y a des avocats qui sont spécialisés sur ces questions-là, notamment à Montpellier, un cabinet, où ils réclament purement et simplement à chaque fois la différence entre si vous voulez, entre le coût constaté et le coût d'objectif qui figurait dans le contrat. Donc là, la première chose, si vous voulez, à faire en matière de devoir de conseil sur ces problématiques de budget, c'est de très très bien soigner la question contractuelle, parce que, et là, bon, j'y reviens tout à l'heure, mais je vous engage à faire appel aux contrats types de l'ordre des architectes. Ce sont des contrats qui sont extrêmement bien rédigés. Les contrats des ordres sont vraiment des contrats très très bien faits par les juristes des ordres régionaux, des ordres de l'ordre national, qui sont des contrats de très grande qualité. Et donc, ils vous permettront d'avoir, si vous voulez, une protection quand même, plutôt que d'intervenir avec des devis signés ou des contrats que vous aurez vous-même rédigés. Et sur ces questions-là, bon, sur les contrats types de l'ordre, on a généralement la notion d'enveloppe budgétaire, et surtout alors, il y a l'enveloppe budgétaire qui est le coût, si vous voulez, qui est stipulé. Alors, je parle pas des marchés publics, où la question quand même, elle est généralement bien gérée, bien appréhendée. Mais on a vraiment ces problématiques de dépassement plutôt en marché privé. On les retrouve en marché public, on les a plus en marché privé, avec, si vous voulez, des dépassements de budget par rapport à l'enveloppe budgétaire. Le contrat type de l'ordre parle d'enveloppe budgétaire dans le contrat. Donc, c'est un budget. Donc, généralement, si vous voulez, c'est le budget à la disposition du maître de l'ouvrage. Voilà. Donc, c'est un budget. C'est pas le montant des travaux qu'il souhaite voir réalisés. C'est le budget qu'il est en mesure financièrement d'allouer à la construction. Donc, ce sera tout de suite à vous d'alerter, d'attirer son attention sur le fait que manifestement, vous pouvez d'ores et déjà apprécier un certain nombre de situations et de voir que le budget est manifestement insuffisant pour réaliser le projet tel que le maître d'ouvrage souhaite le voir réalisé. Donc, il faut pas hésiter dès le départ. Donc, si vous voulez, c'est une enveloppe budgétaire. Donc, ce qu'on appelle aussi coût d'objectif. Mais ce coût d'objectif, il est bien entendu amené à être précisé au fur et à mesure de vos études, Voilà. Avec en point d'orgue le résultat avec la consultation des entreprises. Donc généralement, et c'est pour ça que je vous dis faire appel au contrat type de l'ordre, parce qu'il précise bien que notamment à l'issue de la phase APD, on a une précision du coût de la construction qui va pouvoir s'affiner. En marché public, généralement, c'est le coût de la construction en phase APD qui permet de geler un peu la question budgétaire. En marché privé, généralement aussi, les contrats types de l'ordre permettent de cristalliser la question du budget en phase APD. On peut avoir des distinctions importantes entre ce qu'on va trouver en phase APD et ce qu'on peut voir en enveloppe budgétaire au stade du contrat. Voilà. Puis après, vous avez tout ce qui est la consultation, etc. Donc, il faut pas hésiter,
si vous voulez, à beaucoup écrire sur ces questions de budget. Dès qu'on voit qu'il y a du dérapage, dès qu'on voit qu'on va pas pouvoir être dans le budget, il faut instaurer une discussion pour pas faire l'autruche, pour voir sur quel poste on peut gagner. Est-ce qu'il faut réviser un peu le projet à la baisse, les surfaces, etc. Enfin bon, voilà, les échanges doivent se tenir. Mais sachez que sur ces questions budgétaires, on tiendra les architectes généralement responsables, pas du dépassement de budget mécanique. On a réussi à obtenir quand même des jurisprudences très importantes, notamment avec la mutuelle des architectes. Moi, j'interviens aux côtés de la mutuelle des architectes sur un certain nombre de dossiers où on a quand même bien réussi à inverser des tendances, là, des tribunaux qui étaient bêtes et méchantes, hein, où maintenant les tribunaux, ils apprécient au plus juste, si vous voulez, quand même la question du préjudice du maître d'ouvrage, de savoir quel est le lien véritablement entre son préjudice et la faute. Voilà, puisque de toute façon, si vous voulez une villa avec piscine et de 250 mètres carrés, bon, il y a quand même un coût incompressible à la base. Donc ça, c'est quoi qu'il en soit, ça génère du contentieux en ce qui concerne les architectes, et donc ça, pour vous, ça doit faire tilt et ça doit vous amener déjà à préciser au mieux l'enveloppe budgétaire dès la signature du contrat, pas partir avec des budgets trop faibles ou farfelus, et après à bien écrire, à bien suivre la question budgétaire tout au long de l'exécution de la phase conception jusqu'à la phase donc de consultation des entreprises, qui normalement permet après de valider avec le maître d'ouvrage donc des marchés de travaux, hein, avec la phase AMT dans laquelle vous allez faire signer les marchés de travaux, donc qui est censé acter le budget, mais même on aura des maîtres d'ouvrage qui réclament même après avoir signé les actes d'engagement. Voilà. Donc après, là, on a à côté de la question du budget, un contour qui est central de la problématique, c'est celle du devoir d'information juridique sur la question sur laquelle je voulais revenir. Dans notre cabinet, je lis une question en direct. Dans notre cabinet, Amélie Ravet, dans notre cabinet, nous faisons valider le budget à chaque phase avec un retour, écrit du maître d'ouvrage. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une bonne pratique. C'est une pratique qu'il faut avoir. Voilà, ça, il y a des contrats types de l'ordre qui le prévoient d'ailleurs expressément, qui ont des dispositions qui sont très, très, très pratiques sur ces questions-là. Voilà pour la question budgétaire. Un promoteur, Amélie Ravet toujours, un promoteur qui fait appel à un économiste ne valide pas son estimation sans vouloir modifier le projet. Il souhaite que l'économiste baisse son estimation. L'architecte n'est pas mandataire. Doit-on arrêter le contrat ? Si vous voulez, si vous avez... Il souhaite que l'économiste baisse son estimation. L'économiste, il va faire effectivement son estimation. Donc après, on en reviendra toujours à la question de la consultation des entreprises. Donc, voilà. Je veux dire, l'économiste, il est là pour coller au plus près du chantier, quoi, hein. Donc si le promoteur ne valide pas l'estimation de l'économiste, à mon avis, il faudra sans doute remanier peut-être les études et remanier la consultation des entreprises à ce moment-là pour rentrer dans le budget. Alors après la question du budget, donc j'évoquais les problématiques, le devoir d'information juridique. Hein, donc après la question de budget, le devoir d'information juridique, où là c'est vraiment également un domaine très important de votre devoir de conseil, avec la question des règles, de la réglementation, notamment d'urbanisme et les règles de prospect, où ça, ce sont des questions qui génèrent beaucoup de contentieux chez les architectes.
Donc, notamment quand vous construisez dans des lotissements, avec des problématiques de voisinage, etc. Donc, on peut avoir des procès qui sont faits par les voisins, l'architecte qui est mis en cause, que ce soit par le maître d'ouvrage ou directement par le voisin. Donc, il y a ces règles de prospect que vous devez, et sur lesquelles, bien entendu, votre responsabilité sera engagée, hein, parce que si vous manquez au niveau du respect d'une règle de prospect, c'est certain que le maître d'ouvrage viendra à un moment donné vous le reprocher. Hein. Donc bon, alors vous allez me dire, généralement les règles de prospect, elles sont sanctionnées par le permis de construire, mais pas tout le temps. Hein, pas tout le temps, parce que après tout ce qui concerne notamment le droit des tiers, etc. C'est pas forcément sanctionné au stade du permis. Notamment tout ce qui est recul de la construction par rapport aux limites divisoires. Il peut y avoir des ratés au stade de l'étude du permis. Vous pouvez avoir bien entendu des permis qui sont obtenus avec des permis qui étaient juste au stade de l'élaboration du permis, puis qui se transforment un petit peu au niveau de l'exécution des travaux, notamment sur les règles de hauteur, où on respecte pas forcément l'implantation au stade permis, voilà. Donc, bon, après, on est plus, si vous voulez, sur la mission en direction de travaux. Mais le devoir de conseil, là, bon, généralement, on dit à l'architecte qu'il est responsable lorsque le permis est refusé. C'est pas aussi systématique. Hein. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Le permis refusé n'équivaut pas systématiquement à responsabilité de l'architecte, hein, puisqu'on a un certain nombre de cas où on voit des architectes qui ont parfaitement travaillé et qui ont fait une mission PC, il n'y avait rien à dire, avec des permis qui respectaient les règles d'urbanisme, pardon, les règles de prospect qui sont refusées. Donc voilà, avec des maîtres d'ouvrage qui vont rechercher votre responsabilité, mais votre responsabilité ne sera pas systématiquement engagée au titre de devoir de conseil parce que le permis est refusé. Il y a un certain nombre de cas où les permis sont refusés parce qu'ils sont, si vous voulez, à la discrétion, ils sont rendus à la discrétion de l'autorité de l'autorité instructrice, les communes qui vont vous refuser un permis alors que manifestement le permis ne devait pas être refusé. Voilà. Mais on a au niveau du devoir d'information juridique tout un tas de choses en ce qui vous concerne à vérifier, notamment ces règles de prospect, notamment les règles, si vous voulez, des règles juridiques qui sont alors les actes. J'ai eu un cas par exemple où on reprochait à l'architecte de ne pas avoir demandé l'acte d'acquisition, l'acte d'achat, construction d'une maison individuelle sur une parcelle. On s'aperçoit qu'il y a une servitude de tréfonds qui passe au bénéfice, si vous voulez, d'un concessionnaire de réseau, BRL en l'occurrence. On construit, fait les fondations, on casse la servitude BRL. Donc voilà. Le maître d'ouvrage n'a pas attiré l'attention de l'architecte sur cette question-là. La servitude de tréfonds figurait dans l'acte authentique. Voilà. Voilà, c'est une question qui est épineuse parce que bon, si vous voulez, là on s'en était bien sorti, parce que dans la mesure où la servitude avait été publiée et surtout qu'elle avait été reportée dans l'acte authentique, elle était nécessairement connue du maître de l'ouvrage, donc le maître d'ouvrage aurait dû porter à la connaissance de son architecte, si vous voulez, mais bon. Il y a des décisions dans lesquelles certains tribunaux reprochent au maître d'ouvrage de ne pas s'enquérir, si vous voulez, de l'acte authentique, de savoir s'il n'y a pas des servitudes de passage ou des servitudes non édificantes qui sont stipulées dans un acte. En principe, je voudrais pas complètement vous alerter, vous faire flipper entre guillemets sur tous les risques que vous pourrez encourir au titre de devoir de conseil. Mais là, voilà, on serait sur quelque chose si vous vouliez vraiment vous ménager systématiquement, il faudrait le solliciter l'acte authentique systématiquement à chaque chantier, mais vous n'êtes pas non plus un juriste, c'est ce qu'on avait obtenu du tribunal qui n'assimilait pas non plus l'architecte à un juriste. Donc,
certes, le devoir de conseil de l'architecte, mais certes, l'architecte n'est pas un juriste. Certes, il n'appartient pas à l'architecte de déchiffrer un acte authentique de 45 pages, mais je vous en parle parce qu'on avait eu le cas, de la même manière que j'y reviendrai sur les attestations d'assurance. Donc, il y a tout un tas de réglementations, bien entendu, qu'il vous appartient de respecter au titre de votre devoir de conseil et qu'on le retrouve finalement dans les problèmes de prescription et de conception des travaux. Voilà. Alors après, avec les problématiques avec la problématique d'études de sol, mais tout à l'heure j'en ai parlé, hein, sur la problématique des études de sol, où il faut que vous soyez extrêmement vigilant sur ces questions-là, dans la mesure où on voit de plus en plus de contentieux, les maîtres d'ouvrage essaient de construire à moindre coût. Souvent, les architectes peuvent être un peu gênés parce que voilà, ils considèrent que le terrain est bon, et ils ont peur de perdre le chantier s'ils viennent encore augmenter la note avec une étude de sol. Mais bon, il faut pas transiger sur ces questions-là. Il faut pas m'écouter, hein. Sauf que vous avez véritablement la certitude. Voilà. Alors après, j'en ai fini avec la présentation générale. J'avais commencé avec une introduction, après une présentation générale sur le devoir de conseil, avec la problématique de la charge de la preuve à la charge de l'architecte, le contenu qui vous avez en face, qu'est-ce qu'on met, est-ce que les PV de chantier, les recommandés, etc., les contours de l'obligation avec des cas généraux. Et maintenant, dans un troisième stade, je vais évoquer, si vous voulez, on va rentrer plus précisément encore là-dedans pour essayer de balayer l'ensemble des sujets avec l'obligation de conseil au stade de la conception et de la direction des travaux. Voilà. Alors, j'essaie quand même de regarder les questions qui sont arrivées. Un promoteur avec 4 étages de services techniques, achat reste un profane pour les tribunaux. Ce sera un profane sur véritablement les questions de construction. Après, que je vous parlais tout à l'heure, professionnel de la construction, professionnel de l'immobilier, sur tout ce qui est problématique véritablement constructive, bien entendu que ça restera un profane. Hein, si on est sur un problème de dimensionnement de fondation, sur des problèmes véritablement de technique constructive, là on pourra. Mais bon, si on est sur des problématiques de délai, etc., les choses peuvent être voilà. Tout est une appréciation, notamment en devoir de conseil, de cas par cas, hein, de savoir qui on a en face. Maître d'ouvrage, voilà, totalement profane, professionnel de l'immobilier, professionnel de la construction. Si on est en présence de dommages purement constructifs ou voilà. Donc après, c'est du cas par cas, mais à la base, la question, c'est l'anticipation de votre côté et c'est le fait de bien être armé avec des contrats et le fait d'avoir écrit, etc. et d'avoir pu identifier des problématiques à risque. Ce qu'on essaie de faire là en balayant un certain nombre de cas, de la casuistique comme on l'appelle. Dans une copropriété, lorsque l'architecte à titre personnel est voisin d'un restaurant, sans conduit d'extraction et qui présente un risque d'incendie, le défaut de devoir de l'architecte peut-il être invoqué? Les voisins d'un restaurant sans conduit d'extraction qui présente un risque d'incendie. Alors là, bon, là vous allez un peu loin. C'est alors Monsieur Boris Ribalchenko qui pose cette question. Il faut voir si vous êtes amené à un moment ou à un autre, dans un cas comme ça, à vous soucier véritablement de l'immeuble voisin. Est-ce qu'il rentre véritablement en compte dans votre conception? Est-ce que vous devez vous adapter à l'activité du restaurant voisin? Est-ce que vous intervenez dans une copropriété où ce conduit bénéficie d'une servitude de passage chez vous, dans la copropriété dans laquelle vous intervenez, auquel cas, voilà, si vous avez à un moment ou à un autre une mission sur ce conduit, oui. Si le conduit, il est strictement chez le voisin, voilà, bon,
Vous n'êtes pas censé quand même aller, vous n'êtes pas censé aller faire un diagnostic à la place des organismes de vérification dont j'ai oublié le nom pour savoir si le restaurant respectait toutes les règles sanitaires. Donc j'aurais tendance à dire non. Voilà. Par contre, si à un moment donné on peut relier votre mission avec ce conduit parce qu'il passait à un moment donné par la copropriété, vous avez donné une autorisation, voilà. Là, il faudra être plus vigilant. Mais si elle est une construction qui génère des nuisances à côté, bah écoutez, hein, voilà, hein, j'aurais tendance à dire non. Alors, le bureau de contrôle n'est pas toujours obligatoire. On oublie souvent de le proposer. Le dommage ouvrage l'impose à l'architecte. Et là, la dommage ouvrage l'impose et l'architecte est obligé d'en parler. Est-il responsable? Voilà. La dommage ouvrage est obligatoire. C'est une obligation pour le maître d'ouvrage. Il est censé, si vous voulez, en souscrire une sous peine de sanction. Et bon, il n'y a pas de sous peine de sanction. Il y a des sanctions que pour les maîtres d'ouvrage professionnels. Il n'y a pas de sanctions qui ont été prévues pour les particuliers, mais ça reste une obligation. Donc, on ne peut pas rechercher la responsabilité de l'architecte pour défaut de souscription d'une DO. Voilà. Il est tenu par la loi de le faire. Donc, étant tenu par la loi de le faire, on ne peut pas le reprocher à l'architecte. Voilà. Alors, je continue donc sur les contours. On reviendra peut-être sur les questions tout à l'heure, 19h15. Voilà. Donc, je voulais vous parler de devoir de conseil et obligation au titre de la conception, obligation au titre de la direction des travaux. En phase conception, alors en phase conception, bien sûr, c'est là ce qui va générer peut-être le plus de responsabilité en ce qui concerne l'architecte. Généralement, comme je l'expliquais tout à l'heure, vous êtes en mission complète, vous avez la conception, vous avez le suivi des travaux, mission complète ou mission de base, ou alors vous êtes soit uniquement en phase conception, soit uniquement en phase pardon, en phase de suivi. C'est important parce que dans si vous voulez, l'appréciation de la responsabilité d'un architecte, on a tendance à hiérarchiser les fautes de l'architecte et on considère, ça je vous le dis, je vous une petite parenthèse, ça vous aide également à appréhender au mieux votre responsabilité, votre devoir de conseil pour la suite. On considère qu'en hiérarchisant les fautes, les tribunaux qui les hiérarchisent, on considère qu'une faute de conception est plus grave, bien entendu, qu'une faute de suivi des travaux, qu'une faute en phase de direction de travaux. Une faute en phase conception, elle peut facilement, généralement, dans les barèmes des experts judiciaires, provoquer 50% de responsabilité à charge de l'entreprise avec l'objet d'activité de l'architecte, à la charge de l'architecte ou du cabinet d'architecte. Conception, grosso modo, c'est la moitié des imputabilités à la charge du concepteur. Donc, après, quand on dit conception, là aussi, j'attire votre attention, on a tendance souvent à les mettre d'ouvrage, on mélange un peu tout quand on parle de conception, mais pour défendre beaucoup des architectes, il faut bien entendu, et vous le savez, faire la différence entre conception architecturale et conception technique. Voilà. Donc, on fait la différence entre conception architecturale et conception technique. L'architecte est un concepteur architectural, il n'est pas là pour concevoir ou dimensionner un bâtiment, un plancher, etc. Donc, bon, c'est important, je le dis parce que c'est important de vous rapprocher des professionnels également idoines et adéquates. C'est-à-dire qu'on vous reprochera effectivement, s'il n'y a personne pour faire la conception technique d'un bâtiment, de ne pas avoir fait appel, par exemple, à un bureau d'études structure, un bureau d'études fluide. Vous lancez avec maintenant les RT, les réglementations thermiques, vous lancez sur un chantier avec des baies vitrées, une entreprise qui est pas compétente,
sans bureau d'études thermiques, c'est compliqué. Ça vous retombera dessus un moment ou un autre, c'est un problème. Essayez de mettre ça. Voilà. Donc il y a la conception technique d'un côté, la conception architecturale de l'autre. L'architecte est un concepteur architectural, mais le fait de ne pas avoir, de ne pas s'être entouré, de ne pas avoir conseillé un concepteur technique peut effectivement potentiellement engager sa responsabilité. Voilà, donc et la responsabilité de l'architecte sera toujours davantage engagée en présence d'une faute de conception qu'en présence d'une faute de direction des travaux, puisque la faute de direction des travaux, c'est une faute effectivement qui est, j'allais dire, que secondaire, qui arrive dans un second temps, puisque c'est l'entreprise qui a mal travaillé. A priori, on n'est pas sur une faute de prescription de conception, donc c'est un problème plutôt de contrôle, non pas de surveillance, parce que l'architecte n'est pas là pour surveiller, mais de contrôle. Alors, voilà, donc sur les problématiques de conception, à côté, si vous voulez bien distinguer la conception archi et la conception technique, c'est le choix des entreprises. Et là, le choix des entreprises, il est essentiel. Il génère beaucoup de contentieux en ce qui vous concerne. Je vois beaucoup de procès que l'on fait aux architectes en disant, ben voilà, vous nous avez fait contracter avec, vous nous avez fait, pardon, vous nous avez fait contracter avec une entreprise qui était manifestement incompétente pour réaliser les travaux. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup. On sait par expérience qu'il est de plus en plus difficile de travailler avec des entreprises qui sont compétentes, qui sont qualifiées. Si vous pouvez choisir des entreprises qui ont véritablement des qualifications, qui sont qualifiées Qualibat, c'est extrêmement important. Il faut privilégier véritablement ces entreprises-là, parce que à un moment ou à un autre, ça peut rejaillir sur la responsabilité de l'architecte. Voilà. Donc alors, en matière de consultation de choix des entreprises, c'est la consultation des entreprises. Le contrat type de l'ordre est bien et spécifie bien là, sur cette question-là. Le choix de l'entreprise revient toujours en dernier lieu au maître de l'ouvrage. Hein, c'est-à-dire que c'est le maître de l'ouvrage qui fait son choix sur la base, si vous voulez, du conseil, du rapport que va lui faire l'architecte. Voilà. Donc, il appartient à l'architecte de mettre son maître de l'ouvrage en possession de l'ensemble des éléments qui vont lui permettre de faire un choix éclairé. Compétences, surface financière de l'entreprise. Voilà, si c'est un chantier trop compliqué et qu'elle n'a pas de salariés, ça paraît compliqué. On sait qu'il va y avoir des sous-traitants qu'on va peut-être pas forcément pouvoir bien maîtriser. Et ensuite, bien entendu, les problématiques d'assurance sur lesquelles je vais revenir. Choix des entreprises, souvent, il se fait jour à l'occasion des problèmes d'abandon de chantier. On voit de plus en plus d'abandon de chantier, où là, c'est souvent véritablement une catastrophe parce que on a des malfaçons, bien sûr, et on a des comptes de chantier avec des sommes généralement versées qui sont supérieures à l'état d'avancement des travaux. Donc ça va générer d'autant plus des responsabilités à la charge de l'architecte, puisqu'on a la problématique potentiellement du choix de l'entreprise, mais là-dessus, on s'en sort quand même pas trop mal avec les décisions qu'on a et les tribunaux. Voilà, donc il faut vraiment que le maître d'ouvrage arrive à démontrer que l'entreprise qui a travaillé sur le chantier n'a jamais fait aucun chantier. Bon, généralement, les entreprises qui bossent, même si elles sont pas Qualibat ou c'est pas dûment qualifiées, elles ont quand même d'autres chantiers derrière elles. Ce serait véritablement le cas d'une entreprise, ce serait son premier chantier. Hein. Mais bon, il y a la problématique de l'abandon de chantier qui génère véritablement du contentieux. Et avec celle, si vous voulez, du choix de l'entreprise à côté de la vérification de l'attestation d'assurance.
Et là, encore une fois, de la même manière que je le disais tout à l'heure, attention, l'architecte n'est pas un juriste. Donc, il faut pas, le devoir de conseil, certes, il est large, mais il faut bien entendu le cantonner. Et c'est l'objectif des conseils juridiques que nous sommes, nous, avocats, dans ce que l'on représente, c'est de dire et d'alerter, de ne pas tout mélanger, parce que les maîtres d'ouvrage, les avocats de maîtres d'ouvrage et les maîtres, et les magistrats ont tendance un peu à tout mélanger et à faire de l'architecte un homme orchestre, comme on dit, multi compétent, à la fois en ingénierie, à la fois en juridique, à la fois, enfin voilà, ce qu'il n'est pas. Et ma mission d'avocat, notamment, c'est de bien, si vous voulez remettre les choses dans l'ordre, et de bien connaître déjà ce qu'il fait pour pouvoir bien l'expliquer. Et en l'occurrence, d'expliquer que l'architecte n'est pas un juriste, surtout pas un juriste, et que plus ça va, plus les contrats, les actes, les problématiques d'assurance sont de plus en plus compliquées et qu'on ne peut pas demander à un architecte de déchiffrer des contrats d'assurance ou des polices d'assurance ou des attestations d'assurance. Voilà, donc bon, pour revenir à la question qui était posée tout à l'heure du Photoshop, etc., si c'est un faux qu'il est bien fait, on ne pourra pas venir me le reprocher. Par contre, si c'est un faux qu'il est extrêmement mal fait, on pourra peut-être vous le reprocher. Mais là, ce que je voulais vous dire, c'est déjà, ne travaillez pas avec des entreprises qui ne sont pas assurées, refusez les chantiers, enfin, en tout cas, refusez l'entreprise. Voilà, et vous dites à votre maître d'ouvrage qu'il ne faut pas travailler avec cette entreprise. Et ensuite, après, la problématique, c'est plus celle, si vous voulez, celle dans laquelle une attestation d'assurance va vous être présentée, où elle sera compliquée à déchiffrer pour vous, notamment pour, alors, la durée de garantie. Vous, si vous voulez, quand même, vous devez savoir le minimum, c'est-à-dire qu'en décennale, l'entreprise n'est assurée qu'en décennale. Donc, ce qu'on va vous présenter, c'est une police décennale. Hein, donc, elles sont assurées pour ce qu'on appelle la RC, c'est-à-dire que ils vont causer un accident sur le chantier, voilà, avec leur engin de chantier, leur brouette, voilà, une tuile qui va tomber sur la tête du maître d'ouvrage. Voilà, les accidents de chantier sont couverts avec dommages corporels. Mais après, sur les dommages à l'ouvrage, véritablement l'ouvrage qui est réalisé avec les malfaçons ne sont couvertes que si elles sont de nature décennale. Donc l'obligation d'assurance, c'est la décennale. Donc il faut que vous vérifiez bien que ce qu'on va vous présenter, ça couvre le risque décennal. Voilà, donc votre devoir de conseil vous impartit strictement, scrupuleusement de vérifier que l'entreprise est assurée en décennale et est assurée, si vous voulez, au démarrage des travaux. Parce que ce qui compte, c'est ce qu'on appelle la déclaration d'ouverture du chantier, c'est le démarrage des travaux. Voilà. Et l'entreprise, si elle n'est pas assurée au démarrage des travaux, à la DOC, la déclaration d'ouverture du chantier, c'est pas bon. Hein, si elle est assurée 6 mois après l'entreprise que vous avez récupérée en cours de chantier, attention, warning, toujours sur la date, si vous voulez, de démarrage des travaux et la date parce que vous avez des entreprises qui se créent, qui viennent de souscrire une assurance et dont la prise d'effet de l'assurance est postérieure à la date d'ouverture du chantier. Donc là, c'est attention, warning, faites bien attention à ça. Hein, la prise d'effet de la police, puisque sur l'attestation d'assurance qui vous sera présentée, vous aurez la date de prise d'effet de la garantie. C'est une information que vous aurez. Donc ça, bon, sans être juriste, vous devez être en mesure de vérifier, que c'est bien de la décennale qui vous est proposée. 2, qu'on est bien dans la période, si vous voulez, d'ouverture du chantier. Et 3, je dirais, ensuite, quand même, c'est l'activité. Et là, c'est là où il y a des problèmes. Mais bon, on va être assez basique avec l'architecte, on va lui demander des renseignements assez basiques, c'est-à-dire que si vous avez une entreprise de charpente qui intervient, il faut que sur l'attestation d'assurance, qui fait généralement 4, 5, 6, 7, 8 pages, sur une page, vous aurez les activités souscrites, il faut bien entendu qu'il y ait l'activité charpente. Si vous avez alors souvent, les maçons font la charpente, etc. Et si vous avez une entreprise qui intervient que pour la charpente et qui est couverte en maçonnerie, là, il y aura un problème pour vous à votre niveau. Donc, il faudra, bien entendu,
veiller quand même, minimum, de ce que l'entreprise est bien assurée pour l'activité pour laquelle elle a été précisément retenue sur le chantier. D'accord? Voilà. Donc après, vous avez le devoir de conseil et ce qu'on appelle le choix des matériaux, la problématique de choix des matériaux qui mobilise bien entendu beaucoup le devoir de conseil de l'architecte, euh, y compris d'ailleurs, et c'est pour ça que c'est intéressant de le dire, lorsque le matériau a été choisi par le maître d'ouvrage. Parce que vous avez surtout sur les matériaux, notamment en matière de carrelage, etc., où les maîtres d'ouvrage ont des choix qui sont bien arrêtés et qui imposent souvent à l'architecte un certain choix du matériau. Et là, non. Vous ne pouvez pas vous faire imposer un choix, y compris par un maître d'ouvrage professionnel. J'ai des cas, notamment sur des matériaux, des dalles, par exemple, qui sont mises dans des coursives d'une copropriété ouverte qui craignait le rayonnement UV. On a 850 mètres carrés de coursives qui ont été équipés de dalles qui étaient impropres à l'usage, avec bien entendu une responsabilité là, de l'architecte. Alors, sauf s'il avait alerté expressément en disant, bah, attendez, si vous mettez ces dalles-là qui sont pas faites pour un usage externe, je vous garantis que vous aurez un sinistre dans le délai décennal. S'il a écrit ça et que le chantier, et que le maître d'ouvrage a quand même accepté de faire le chantier, bon, là, il pourra se dédouaner de son obligation d'assurance. Et dans un cas comme celui-ci, je vois mal le maître d'ouvrage faire le chantier avec des dalles. Faites attention donc aux problématiques de choix des matériaux qui peuvent générer, voilà, notamment avec les problématiques climatiques que l'on rencontre de plus en plus, les problématiques bien entendu de réglementation thermique, ou des maîtres d'ouvrage. Moi, j'ai un procès en ce moment sur une belle villa qui a été faite par un architecte où tous les murs d'enveloppe sont en baie vitrée. Donc, et où le maître d'ouvrage a trop chaud. Et donc, et pourtant, on est on est assez loin de Montpellier. On est plutôt dans le département de l'Aveyron, en altitude, où il fait quand même 40 degrés dans la villa en plein mois de mai. Et donc, le maître d'ouvrage se plaint d'avoir trop chaud, alors que la conception a été validée à tous les stades par le maître d'ouvrage et avec des réserves, etc. Et là où maintenant on se retrouve en expertise judiciaire avec la réclamation qui est que pourquoi cette conception, c'est pas possible qu'il fasse si chaud. Donc il faut vraiment faire attention, notamment sur ces problématiques-là de conception architecturale, de choix des matériaux. Alors après, sur les devoirs de conseil et direction des travaux, pour en finir avec ma présentation avant d'aborder vos questions. Alors, direction des travaux, c'est à la fois, j'allais dire, la problématique bête et méchant ce qu'on appelle la direction des travaux, la direction de l'exécution des travaux. Donc là, ça génère effectivement beaucoup de contentieux, de réclamations. On n'est pas en conception, donc les fautes sont moins graves, mais c'est beaucoup si vous voulez, de suivi de travail d'entreprise. Et donc là, c'est pour vous, c'est de dire, bon, c'est le PV de chantier. Alors vous n'êtes pas astreint à une mission, vous n'êtes pas astreint à une présence constante sur les chantiers. Hein, bien entendu, c'est pas une mission de surveillance, c'est une mission de direction, donc c'est une visite hebdomadaire aux phases importantes du chantier. Vous n'avez pas vu, mais bon, si on coule les fondations, si on place une charpente, il y a des certains moments comme ça un peu clés, faut que vous soyez là, mais vous pouvez pas être là constamment sur le chantier. Hein, donc la chose qui a été mise derrière le placo-plâtre, fermé, etc., on pourra pas tout vous reprocher tout et n'importe quoi.
Par contre, si on est sur un désordre généralisé qui a été mis en place sur une période plus ou moins longue, 15 jours, 3 semaines, là, on peut considérer que vous auriez dû peut-être le relever dans le cadre de la mission de suivi des travaux. Ce qui vous permet de démontrer que vous avez rempli votre devoir de conseil, c'est le PV de chantier. Là, c'est de dire à l'entreprise, voilà, je vous ai dit que ça n'allait pas, qu'il fallait faire comme ça. Voilà. Bon, après, si vous l'avez dit, en principe, normalement, il faut contrôler que ce que vous avez dit a été suivi des faits. Ah, pardon. Et donc, le PV de chantier, encore une fois, pardon, encore une fois, le PV de chantier. Le chat dans la gorge à force de trop parler. Donc voilà, donc pour vous, bien penser à remplir vos PV de chantier et après avoir une appréciation sur ce qui est ponctuel, sur ce qui est généralisé. Alors après, à côté de ces problématiques d'exécution de travaux, on a tout ce qui est retard. Et là, les retards, bon, les retards, si vous voulez, les contrats, là, encore une fois, contre les architectes sont très bien faits. Les contrats sont, les retards, si vous voulez, ils sont imputables aux entreprises. Hein, il n'y a pas, vous n'avez pas dans les contrats types de l'ordre, notamment de dispositions qui vous rendent responsable directement des retards. Alors, vous devez rendre les éléments de mission dans le planning, hein, ce qui est indiqué dans les contrats types de l'ordre, notamment, c'est voilà, la mission APS doit être rendue à tel ou tel moment, la PD, après la consultation des entreprises en septième semaine, etc. Mais par contre, il n'est pas indiqué dans les contrats, en tout cas dans les contrats qui sont bien rédigés. Je lis beaucoup de contrats d'architectes, puisque je travaille également pour assister des cabinets dans la contractualisation de leurs contrats, souvent avec des contrats qui leur sont proposés par les promoteurs. On voit que les promoteurs tentent d'insérer, bien entendu, de rendre responsables des architectes des retards imputables aux entreprises. Alors, il faut systématiquement refuser. Vous n'êtes pas l'entreprise, donc vous ne maîtrisez pas, si vous voulez, les travaux, donc vous ne pouvez pas vous engager. Après, on peut tenter de faire rejaillir une réclamation liée à un retard imputable à une entreprise, à un architecte, et en tout cas, aucun contrat d'architecte ne peut le rendre responsable d'un délai non respecté par une entreprise. Voilà. Après, en matière de comptabilité, alors après, bon, c'est la question des retards, et enfin, la question de la comptabilité des travaux et, si vous voulez, de l'opération de réception. Et là, comptabilité très importante, hein, le visa des situations de travaux, ça génère un contentieux, typiquement dans le devoir de conseil. Pourquoi vous avez visé cette situation de travaux? Vous avez visé un état d'avancement à 60 alors qu'on n'est qu'à 40. Donc là, vous avez mal conseillé votre maître d'ouvrage. Ou si après on a un abandon de chantier, une entreprise qui est pas capable de rattraper son retard, ça, mécaniquement, on vous reprochera la différence. Et ensuite, sur l'assistance aux autres, donc il faut être très, très, très vigilant pour tout ce qui est comptabilité du chantier, qui est généralement à votre charge dans le cadre de la mission complète. Et ensuite, sur la problématique d'assistance aux opérations de réception, et là, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus, parce que ça, effectivement, ça génère, savoir qu'est-ce qu'on met en réserve, parce que des fois, il vaut mieux pas trop en mettre non plus. Voilà. Mais bon, ce qui est manifestement apparent, il faut pas hésiter à en mettre en réserve. Simplement, j'attire votre attention, mais ça c'est à côté, c'est que des fois vous avez des malfaçons qui vont que vous allez pouvoir faire jouer en décennale. Donc, des fois, il vaut mieux attendre plutôt que tout mettre en réserve. Mais ce qui est manifestement de l'esthétique et de l'apparent pour le maître d'ouvrage, il faut le mettre en réserve et le permettre, si vous voulez, la mobilisation de la garantie de parfait achevé. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire au titre du devoir de conseil. J'en terminerai juste avant les questions par l'importance des quatrièmes points de mes explications, l'importance de la rédaction du contrat d'architecte. Il faut un écrit, c'est évident. Il m'arrive encore de voir des contentieux dans lesquels
Il n'y a pas d'écrit avec un architecte qui me dit oui, il y a eu un contrat verbal, effectivement. À la base, le contrat d'architecte pourrait, pourrait être un contrat verbal. L'écrit est indispensable, ne serait-ce que pour vous protéger. Donc, pas de devis signé, pas de devis signé, pas de contrat qui soit rédigé à la main de l'architecte, comme on peut le voir. Euh, voilà. Il faut un écrit. Je repars encore du contrat type de l'ordre parce que bon, c'est le contrat qui est le mieux au jour d'aujourd'hui. Ça ne fait pas qu'elle est rédigé, sauf si vous alliez voir un avocat spécialisé qui vous fait un contrat sur mesure. Et encore, sauf si il serait aussi bien rédigé que le contrat type de l'ordre, dont il s'inspirerait, à mon avis, en partie. Voilà. Donc après, on ferait du haut de couture et du cas par cas en fonction du chantier qui vous serait, voilà. Mais le contrat type de l'ordre est très bien. Cahier des clauses particulières, cahier des clauses générales. Très important, il faut signer les deux. Ça, je vous le dis, hein, souvent les architectes sont contents de faire signer que le cahier des clauses particulières. Il faut faire signer le cahier des clauses particulières et le cahier des clauses générales, parce qu'il y a beaucoup de clauses qu'on retrouve dans le cahier des clauses générales et pas dans le cahier des clauses particulières. Donc faites signer les deux, ça mange pas de pain, même si le CCP, le cahier des clauses particulières, indique que la signature du CCP vaut reconnaissance du CCG. Il vaut mieux faire signer les deux. Et vous avez des clauses qui sont très protectrices du droit des architectes, notamment sur ces problèmes de conseil, même si tous les cas ne sont pas, voilà, mais avec l'histoire des PV de chantier, accepter les phases qui sont, si elles sont pas contestées dans un certain délai, accepter des clauses de saisine préalable de l'ordre des architectes sous peine d'irrecevabilité, sur lesquelles nous, on arrive à beaucoup jouer. Quand on les voit, ce qu'on n'est pas en matière décennale, on peut rendre irrecevable le procès, des clauses d'exclusion de condamnation solidaire, quand on n'est pas en décennale également très très importante. Voilà, donc faites appel à ces contrats-là. Et quand vous êtes en marché public, bon là, vous pouvez pas. Si vous êtes en marché privé, que des contrats vous sont imposés, lisez-les à l'avance. Si vous avez des doutes, essayez de prendre conseil. Et puis en marché public, bon, les contrats vous sont de fait imposés par le maître d'ouvrage public, mais la chose sur laquelle vous devez par contre agir, c'est la convention de groupement et la répartition des missions entre co-traitants. Puisque là, généralement, vous aurez plusieurs co-traitants. Donc là, il est crucial, si vous voulez, de prévoir véritablement la répartition des missions entre les co-traitants et faire ce qu'on appelle une convention de groupement avec répartition de missions. Mais ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire ou voilà, d'une intervention à part entière. Voilà donc la présentation générale que je souhaitais vous faire. Alors maintenant, je suis à disposition. Là, il reste une quinzaine de minutes pour répondre éventuellement à vos questions. Je ne sais pas si je prends le flot des questions qui me sont posées. Voilà. Merci Paul Antoine Sagne, bien sûr. Bah, écoutez, moi je vais laisser quelques questions dans l'onglet QR, questions-réponses, bien sûr. Et certaines, je crois que vous y avez répondu, mais j'en suis pas certaine. C'est pourquoi je les ai laissées. Peut-être qu'il y avait des précisions que je n'avais pas ou des subtilités que je n'avais pas forcément identifiées. D'accord. Donc, je reprends le fil des questions et j'essaie d'y répondre. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y a des questions, enfin des questions auxquelles vous avez déjà répondu en fait. Mais Voilà. Bah, écoutez, je vais commencer par la fin, comme ça ce sera peut-être plus judicieux. Alors, là, on me demande, Michel Castaner, les entreprises qui ne paient pas les cotisations d'assurance, valident ou pas? Alors ça, bon, ça, vous pouvez pas, si vous voulez, ça vous le savez pas, hein, généralement, si une entreprise n'a pas réglé la police d'assurance. Généralement, si vous voulez, s'il y a l'attestation d'assurance, les primes normalement ont été payées pour l'année en cours.
Voilà, donc, mais on ne pourra pas vous reprocher, si vous voulez, de ne pas avoir contacté l'assureur pour savoir si les primes étaient payées ou pas. Donc ça, là-dessus, vous n'avez pas davantage de diligence à faire. Après, faut-il un contrat pour une mission partielle de permis? Faut-il un contrat pour une mission partielle de permis de construire ou simplement un devis? Il faut toujours un contrat, hein, si vous voulez. Vous avez des contrats de toute façon qui sont faits, hein. On a des contrats en mission partielle, des contrats en mission complète. Une mission permis, une mission partielle, une mission PC, c'est pas anodin quand même. APS, APD, esquisse, APS, APD, PC. Voilà, donc ça génère ça génère du contentieux de la responsabilité. Je le vois tous les jours. Il faut bien entendu faire un contrat et avoir recours au contrat type si vous le pouvez. Ils sont à disposition gratuitement. Il faut pas se priver de le faire. Est-ce que la mission au PC fait porter coûte que coûte la responsabilité du délai, même avec des défaillances d'entreprise? Non. Si vous voulez, il faut toujours savoir les défaillances d'entreprise, par quoi elles sont justifiées. Hein, si vous avez une défaillance d'entreprise qui est purement liée à un problème de coordination, oui, elle pourra rejaillir sur la tête de l'OPC. Si vous avez une défaillance d'entreprise qui est liée à une entreprise qui a déposé son bilan, la réponse est non, quoi. Hein. Donc, il faut vraiment voir. Voilà, les PV de chantier doivent-ils être envoyés en recommandé avec AR? Non, la réponse est non. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait extrêmement lourd à gérer. Vous avez des chantiers où vous avez plus de 70 AR. Donc en plus, si vous voulez, les AR, ils doivent être envoyés au maître d'ouvrage, mais ensuite à tous les autres participants. Donc si vous avez 15 entreprises sur le chantier, donc non. Ça, c'est généralement géré contractuellement par le contrat ou par le premier PV de chantier qui indique le mode de fonctionnement. Voilà, PD réputé accepté si pas de contestation dans un délai de 15 jours. Voilà, les PV de chantier sont envoyés par courriel aux adresses qui sont données par les entreprises et le maître d'ouvrage à l'ouverture du chantier, qui sont les suivants dans le PV numéro 1. Si les participants ne contestent pas l'adresse mail qui est indiquée dans le PV numéro 1, on considère que tous les PV envoyés à cette adresse sont réputés être envoyés à la bonne adresse. Je conseille une entreprise et je n'ai pas la mission suivi des travaux. Le chantier se passe mal. L'architecte peut-il être responsable? Alors, si vous êtes architecte, vous pouvez pas conseiller l'entreprise. Si vous êtes architecte, vous êtes normalement, un architecte est en contrat avec le maître d'ouvrage. Voilà, donc je conseille une entreprise. Là, je comprends pas la question, là. Si vous avez une mission suivi des travaux, vous êtes en contrat avec le maître d'ouvrage et vous conseillez le maître d'ouvrage et non pas l'architecte. Voilà, je sais pas si Madame Thierry Conviel, si vous voulez spécifier votre question, Maître Sagne y répondra volontiers, bien sûr. Je pense que c'est une pratique courante chez les architectes qui, au fur et à mesure de leur carrière, connaissent le tissu d'entreprise qui est autour de l'opération. Donc, ils peuvent être amenés à dire « je connais telle entreprise qui travaille très bien ». Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais là, si vous voulez, n'ayant pas de contrat avec l'entreprise, il faudrait que l'entreprise, à un moment donné, soit amenée à reprocher à l'architecte ses conseils, ce qu'elle ne pourra pas faire parce qu'il n'y a pas de contrat, sauf si on est, voilà. Après, le maître d'ouvrage pourra, quoi qu'il en soit, de toute façon, si c'est mauvais conseils, peu importe à qui ils sont donnés, hein, mais s'il génère un préjudice pour le maître d'ouvrage, à un moment donné, pourra bien entendu rechercher la responsabilité de l'architecte. Hein. Donc, de toute façon, tout conseil mal donné, j'allais dire, peu importe à qui, s'il génère un préjudice pour le maître d'ouvrage essaiera de toute façon de le répercuter sur son architecte. On verra à ce moment-là s'il y a un problème véritablement de conseil ou pas.
Alors, prise d'effet d'assurance après l'abandon de chantier. La drogue compte encore? Oui. Alors, si vous voulez, prise d'effet d'assurance après l'abandon de chantier. Oui, mais heureusement. Hein, de toute façon, si vous voulez, c'est compliqué là. Enfin, la situation est compliquée parce que l'assurance, l'entreprise, elle est assurée en décennale. Je ne sais pas si on parlait d'une entreprise. Je pense qu'on parlait d'une entreprise. L'entreprise abandonne le chantier, donc la question c'est de savoir si elle a fait suffisamment de travaux pour générer une responsabilité décennale à l'avenir. Hein, donc, dans ce cas-là, en cas d'abandon de chantier, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un état des lieux. S'il y a déjà, par exemple, les fondations, sous-bassements, les murs porteurs qui sont, voilà, donc ça peut générer à terme de la décennale. On fait un état des lieux, on réceptionne ce qui a été réalisé et ce qui a été fait. Pourra peut-être plusieurs années après, si on s'aperçoit que les fondations ont mal été réalisées, générer la décennale de l'entreprise initiale qui a déposé le bilan, hein, grâce à l'état des lieux contradictoire et à la décennale à la date de la DROC. Voilà. Donc après, s'il y a un abandon de chantier, de toute façon, la décennale à la DROC aura vocation à marcher, mais de toute façon, si on est sur des problèmes contractuels liés à l'abandon de chantier, on est sur une police effectivement qui n'est pas une police décennale. Donc là, c'est un peu compliqué, mais si vous voulez, c'est l'assureur à la date de la réclamation qui va jouer. Hein, donc, s'il y a un changement d'assureur, c'est l'assureur à la date de la réclamation, à la date de la réclamation du maître d'ouvrage qui va jouer. Hein, parce que retenez une chose, c'est que si vous voulez, en décennale, c'est l'assureur à l'ouverture du chantier qui va couvrir l'entreprise. Par contre, quand on n'est pas en assurance décennale, c'est l'assureur à la date de la réclamation, c'est-à-dire à la date à laquelle le maître d'ouvrage se plaint, qui est susceptible de couvrir. Donc, s'il y a un changement d'assureur, il se peut qu'il y ait un changement d'assureur entre la date de la DROC et la date de la réclamation. Auquel cas, on n'est pas face à au même assureur. Voilà. Si le maître d'ouvrage ne suit pas le choix du rapport d'appel d'offres de l'architecte, impose le moins 10 ans et de nombreuses malfaçons apparaissent. Donc ça, c'est Pascal Merz, ou excusez-moi si je fais une faute sur la prononciation, Monsieur Pascal Merz. Si le maître d'ouvrage ne suit pas le choix du rapport d'appel d'offres de l'architecte, impose le moins 10 ans et de nombreuses malfaçons apparaissent. L'entreprise dépose le bilan. Il se passe quoi pour l'architecte? Alors, dans ce cas-là, si vous voulez, on va vérifier véritablement. Le fait qu'il soit moins 10 ans, j'allais dire, c'est tellement fréquent, la plupart du temps, c'est les moins 10 ans qui sont retenus. La question, c'est, étions-nous véritablement en présence d'une entreprise manifestement incompétente pour réaliser les travaux? Voilà, donc cette question, elle est difficile parce que faudra que le maître d'ouvrage quand même démontre. Bon, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il faudra que vous démontriez avoir rempli votre devoir de conseil. Donc, mais dans ce cas-là, si l'entreprise est manifestement incompétente, qu'elle a jamais fait de chantier, c'est son premier chantier, par exemple, que vous le saviez. Donc là, vous êtes responsable, nécessairement. Donc, sauf si vous l'avez dit, si vous l'avez visualisé, vous l'avez dit au maître d'ouvrage. Et si vous êtes en présence d'une entreprise qui avait déjà fait du chantier et qui, bon, elle a déposé son bilan comme ça arrive de toute façon tellement fréquemment, heureusement que les architectes ne sont pas responsables de tous les dépôts de bilan d'entreprise. Hein. Sinon, il y aurait énormément de contentieux. Voilà. Après, Roger Fernandez, est-ce que l'architecte sera tenu pour responsable d'une technicité qui a provoqué un désordre ultérieur en signant des plans visa d'exécution en phase visa? Alors, une question courante, si vous voulez, très, très pratique. Attention, le visa des plans d'exécution par l'architecte concerne un visa architectural. L'architecte, il est compétent pour la conception archi, il n'est pas compétent pour la conception technique. Donc, s'il s'agit de viser des plans d'exécution de charpente métallique, bien entendu que l'architecte n'est pas compétent pour le faire. L'architecte, il est compétent pour viser ses plans sur un plan archi si manifestement il y a une modification substantielle sur l'aspect esthétique
de sa création, de son œuvre, de sa conception, et effectivement qu'on n'est pas en phase, que la conception technique n'est pas en phase avec ce qui a été dessiné et voulu par l'architecte, où là, il y a un problème. Alors voilà. Après, si vous êtes en marché public, acte d'engagement, c'est le co-traitant qui doit s'en charger, puisque là, il peut y avoir une compétence spécifique d'un bureau d'études sur des plans d'exécution. S'il y en a uniquement, alors qu'est-ce qu'on avait là? L'architecte est responsable si on découvre en fin de chantier que l'attestation d'assurance de l'entreprise est falsifiée. Non, si elle est falsifiée, il n'est pas responsable. Hein. Si elle est bien falsifiée et que peut pas lui reprocher, voilà. De toute façon, malheureusement, s'il y a une entreprise qui est responsable, il est potentiellement possible qu'il y ait une faute. C'est pas systématique, heureusement. Hein. Il peut y avoir une faute de conception, une faute de suivi des travaux, qui pourrait rejaillir partiellement sur l'architecte, avec la problématique de la condamnation solidaire, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui veut que lorsque l'on a plusieurs intervenants responsables, il y ait une solidarité qui se forme entre eux et qui permette au maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de celui qu'il va choisir finalement. C'est l'architecte à 10%, on pourra demander 100% à l'architecte, en laissant après l'architecte faire ses recours contre les autres. Donc ça, c'est la problématique qu'on a au jour d'aujourd'hui, qui est très très délicate pour vous les architectes, qui est assuré, y compris en phase contractuelle, et donc avec des recours qu'on va diriger et qu'on va privilégier vers les architectes. Alexandra Intering, si on a uniquement la mission permis de construire sans mission de suivi de chantier, est-on responsable de la suite du chantier? Non. Non, sauf si vous avez donné des conseils, hein, puisque même si vous aviez un contrat permis, mais que vous êtes amusé, entre guillemets, à donner des conseils en phase chantier sans avoir un contrat phase chantier, vous pourrez être responsable. Donc, la conclusion là-dessus, c'est de ne pas intervenir si vous n'avez pas la mission. Il faut toujours se garder de le faire. Alors, Thierry Fonvieille, j'ai fait mon devoir de conseil de demander une étude de calcul structurel à l'entreprise. L'ingénieur de l'entreprise s'est trompé. L'architecte n'est pas ingénieur, est-il quand même responsable? Non. Il appartiendra à l'entreprise d'assumer ses responsabilités avec son sous-traitant, bureau d'études, structure. Céline Morizet. Obligation également du plan de géomètre avec bornage du terrain aussi important que étude de sol? Non. Oui, alors effectivement, si vous implantez une maison, vous avez des règles de prospect que vous devez respecter. Hein, si vous devez quand même être en mesure d'implanter la maison. Donc de demander, de solliciter les éléments, pas de les solliciter vous-même auprès du géomètre expert, mais de solliciter l'information juridique auprès du maître d'ouvrage de manière à vous permettre d'implanter la construction. Jean-Baptiste Grismar, le non-respect du budget est pratiquement impossible en marché public, de par les phases APD Pro qui obligent en loi MOB, voilà, tout à fait. Les nouveaux CCAG imposent d'ailleurs des réunions, tout à fait. J'attire votre attention sur le nouveau CCAG maîtrise d'œuvre, qui est un document extrêmement bien fait et obtenu à valeur réglementaire, à condition qu'il soit contractualisé. Hein, retenez ça, CCAG maîtrise d'œuvre. Il faut véritablement le garder à l'esprit en marché public et faire en sorte qu'il soit contractualisé. Très très important ça comme document pour vous protéger à côté des contrats en marché privé. Les dérives en marché privé sont pratiquement tout le temps dues à un manque de rigueur ou à la mauvaise foi des clients, tout à fait. Je suis bien d'accord. Roger Fernandez, peut-on ou doit-on refuser les ouvrages réalisés par une entreprise qui n'a pas écouté le maître d'œuvre tout au long du chantier impliquant des désordres? Il faut refuser les ouvrages qui génèrent des malfaçons qui sont totalement apparentes à la réception des travaux. Mais attention à des ouvrages qui sont très graves, par exemple suffisamment graves pour générer une décennale, mais vous allez vous priver de la décennale si vous les réservez à la réception.
parce que la décennale ne joue que pour les vices cachés apparus après la réception. Ça, je vous le dis, c'est une question assez technique, assez pointue, mais qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Donc, il ne faut pas réserver à tort et à travers des choses notamment qui sont graves, qui sont peut-être apparentes que du seul professionnel architecte que vous êtes, et peut-être attendre de façon stratégique quelques mois, de manière à faire jouer la décennale de l'entreprise plus tard, parce que sinon, vous êtes tout seul avec des réserves à la réception, et une entreprise qui ne sera pas assurée, puisque les entreprises ne sont assurées que pour leur décennale. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Roger, voilà. Je crois que ça a disparu au fur et à mesure, et il en reste plus des masses, là. Je les Euh, élimine, Paul-Antoine Sagne, hein, au fur et à mesure. voilà. Je pense qu'on a fait le tour, là. Oui, tout à fait, on a fait le tour. Il est 19h56, on s'était donné pour tâche de finir à 20h. Voilà. Isabelle Bonneval, peut-être que vous-même, vous avez aussi des questions récurrentes à poser à Paul-Antoine Sagne, comme convenu, mais certainement ont-elles déjà été posées, bien sûr. On a fait pas mal le tour de la plupart des questions récurrentes. C'est ça. Elles ont été posées, de fait. Et énormément de questions, bien sûr, puisqu'on en a eu au moins, à mon avis, 45, je pense. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de questions sur le droit de conseil, parce que ça met beaucoup les architectes en situation avec voilà, des questions qui se posent au quotidien. Donc, ça génère toujours ça, beaucoup de questions. Ouais. Bah oui, et puis on est dans une société du droit avec énormément de précision et puis des cas bien évidemment particuliers. C'est pourquoi la jurisprudence existe aussi. Donc, de fait, ouais, les questions sont spécifiques, bien sûr. OK. Bien écoutez, alors, Maître Sagne, moi je vous remercie grandement. C'était évidemment une intervention passionnante, très précise, bien sûr, et très technique, avec beaucoup d'expertise. Isabelle Bonneval, un grand merci pour votre participation en amont et ce soir. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de remerciements dans l'onglet QR, questions-réponses. Enfin, je le pense, je n'ai pas ouvert, mais oui, oui, tout à fait. Je vois Merci. une question. Aurons-nous un replay? Alors oui, en principe, il y aura un replay. Je vais en discuter avec Paul-Antoine Sagne, bien sûr, mais oui, ça peut être prévu, bien sûr. Mais j'en discute avec Maître Sagne. Tout à fait. C'est demain, Et d'ailleurs, un replay, c'est le fait de le mettre en de ligne, le c'est ça? diffuser, de le diffuser. D'accord. Non, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est merveilleux et c'est parfait. Donc, il y aura bien un replay, sauf contre-ordre demain matin, Maître Sagne, bien sûr. Voilà. Écoutez, merveilleux, il y a énormément de remerciements dans l'onglet questions-réponses et je me joins à tous ces remerciements. Ouais, une intervention d'une très très grande qualité. Et merci Maître Sagne et Isabelle Bonneval. Je vous remercie. Très Merci à bien. vous et je vous dis à très Allez, vite. merci bien. À bientôt. Au revoir. Merci, à bientôt. À bientôt. On dit souvent que